Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Solidarité TV, la chaîne du réseau UNIOPS-URIOPS, sur le thème quel avenir de l'ESS dans le monde d'après. Ce rendez-vous a été préparé en partenariat avec l'URIOPS Centre et l'URIOPS Normandie avec le soutien du Crédit Coopératif. Je vous signale que le dernier numéro de la revue Union Sociale est consacré à ce sujet de l'ESS, un magazine que vous pouvez vous procurer en vous rendant sur le site de l'UNIOPS. Je vous signale aussi que cette émission est diffusée en direct et que vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants grâce au fil de discussion situé à la droite de votre écran. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose tout de suite que nous passions à notre première séquence. Dans un monde en pleine mutation à la suite de la crise, l'ESS peut-il apparaître comme un complément légitime à l'économie de marché? Quelles sont les initiatives pour changer le visage de nos économies et notre rapport à la nature? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai à mes côtés Mathilde Renaud-Tinacci, docteur en sociologie, chercheur associé au CERLIS et chargé de recherche à l'INGEP, et Johan Priou, directeur de l'URIOPS Centre. Avant de débuter nos échanges, je vous propose de découvrir notre premier reportage sur une initiative menée par l'Essor en Normandie qui montre bien que l'ESS est loin d'être une utopie. Alors le Panneton de Guillaume, c'est un commerce qui est géré par un ESAT, c'est-à-dire que ce sont un groupe de travailleurs avec un moniteur qui gère ce commerce. C'est une épicerie. On valorise les compétences des travailleurs, de personnes en situation de handicap qui sont travailleurs d'ESAT et qui prennent une place entière, qui sont acteurs de la vie de ce commerce. Donc ils jouent une place dans la société, au même titre que n'importe quel autre commerce. La deuxième des choses, c'est qu'on contribue à valoriser des circuits courts. On est en partenariat avec une association de producteurs. Ces producteurs sont sur un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de Falaise. Ce sont des produits de qualité. Et puis la troisième des choses, c'est la valorisation de compétences dans d'autres ESAT, puisque on travaille avec une dizaine d'ESAT qui produisent des produits alimentaires et on leur permet de pouvoir communiquer. Tous ces produits que l'on vend provenant des ESAT se vendent parfaitement bien à des prix totalement compétitifs. On le voit sur ne serait-ce que les confitures qui sont derrière vous. On a des producteurs locaux et des producteurs d'ESAT, les prix sont quasiment identiques. Donc, et la qualité est là, ça se vend comme des petits pains, quoi. Et après, au niveau des travailleurs sur la boutique, l'autonomie est super importante. Donc on voit, ils arrivent à gérer leur boutique tout seuls. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les clients. Ça, j'adore. Moi, j'ai mon handicap, mais ça ne m'empêche pas de travailler dans une boutique, de faire des livraisons. Même quand il y a une commande qui arrive, je fais la mise à jour de la commande si on a bien vérifié tout. Oui, c'est une fierté. Et ça, mon handicap ne m'empêchera pas de faire mon travail. C'est pas simple de pouvoir vendre ces produits quand on est un ESAT. Peut-être que ce type d'initiatives telles que le Panneton ou d'autres seront amenés à se coordonner. On pourrait déjà imaginer de le faire ne serait-ce qu'entre ESAT pour pouvoir mieux communiquer et valoriser la vision ou changer la vision que peuvent avoir les clients sur l'économie sociale et solidaire et sur la place des producteurs, des travailleurs en situation de handicap, laisser la place à tout le monde et consommer autrement. Au revoir. Alors Johan, après ce très beau reportage, j'ai une première question très globale. Donc dans un monde en pleine mutation à la suite de la crise, quels peuvent être les apports de l'ESS? Si je prends l'exemple des réponses aux besoins sociaux, médico-sociaux et de santé qui sont chers au réseau UNIOPS-URIOPS, on peut dire que l'ESS a un potentiel très important pour apporter des réponses spécifiques en associant des personnes concernées, des militants, des citoyens engagés, des notables, des professionnels, avec un fort ancrage territorial, local, et
avec une énergie qui est émue par des valeurs humanistes, qui permettent de s'attacher aux services rendus aux habitants de territoire. Ce sont des dimensions extrêmement fortes pour l'économie sociale et solidaire dans notre champ. Alors c'est un potentiel puissant, surtout s'il est appuyé par des professionnels, souvent en quête de sens d'ailleurs, mais bien formés et correctement rémunérés. Vous voyez où je veux en venir, c'est un défi pour notre secteur. C'est évidemment un potentiel très puissant qui peut clairement permettre de relever un certain nombre de défis de notre société actuellement, sur le champ social bien entendu, mais aussi sur le champ environnemental ou climatique par exemple. La crise sanitaire l'a confirmé. Les associations, les fondations, les mutuelles d'action sociale, médico-sociale et de santé ont répondu présents à tout niveau pendant cette période en plein cœur de la crise. Elles ont pris leurs responsabilités, c'était un enjeu considérable, bien plus que comme de simples prestataires de services. Elles ont été de véritables acteurs, de véritables partenaires des pouvoirs publics. D'accord, très bien. Alors Mathilde, je me tourne vers vous. Justement, dans ce monde d'après, dans ce monde post-crise dont on a beaucoup parlé, parfois de manière un petit peu excessive, ça peut être quoi les apports de l'ESS? Est-ce que c'est la solution magique, la recette qui va nous sauver, nous permettre de relever tous les défis qui se présentent à nous? Ou est-ce qu'il faut mesurer un peu cette analyse? Mais en tout cas, quels peuvent être les apports de toute cette économie qu'on a dit à une époque alternative? Est-ce que ça sera encore dans les années qui viennent? Alors, magique, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu pendant la crise sanitaire, effectivement, c'est ce que disait Joanne Priou, c'est que l'ESS et notamment les associations ont fait ce qu'elles font depuis des décennies, je dirais même des siècles, c'est-à-dire être en capacité de révéler les besoins sociaux, de les visibiliser dans l'espace public et puis de proposer aussi des solutions pour y répondre. Et effectivement, pendant la crise, on a vu par exemple le Secours populaire, les Restos du Cœur qui ont répondu avec une réactivité incroyable et une souplesse aux enjeux nouveaux que posait cette crise sanitaire en termes de précarité. De manière beaucoup plus souple que les pouvoirs publics d'ailleurs. Par exemple, on pourrait dire ça. Voilà. Ensuite, je vois un autre apport qui est là beaucoup plus rattaché à cette crise sanitaire. C'est, pour moi, l'ESS là peut devenir un espace d'accueil des reconversions, des volontés de reconversion professionnelle. On l'a vu que pendant cette crise sanitaire, le rapport au travail des individus a été énormément questionné. Quelle utilité sociale on a quand on est dans un métier qui est labellisé non essentiel, ou qu'on occupe un poste, pour reprendre une expression bien connue, un bullshit jobs. Un bullshit jobs, c'est l'expression de David Graeber. Oui. On peut traduire par travail. Voilà. Alors, travail sans sens. D'accord, ok. On va le dire comme ça. On aura compris l'expression. Mais et donc ça a vraiment questionné. Et ce qui était, on l'a vu dans de nombreuses enquêtes, des désirs, des aspirations professionnelles, surtout chez les plus jeunes et les plus diplômés, se tourner vers l'ESS, c'était quelque chose de marquant. Il y a eu cette diffusion dans un ensemble de populations et des enquêtes comme YouGov par exemple le montrent très bien. On est quasiment à plus d'un quart des individus qui, avec la crise sanitaire, ont entamé des parcours de reconversion professionnelle et je pense que là, l'ESS a un véritable rôle à jouer. D'accord, très bien. Alors justement, sur cette économie-là, je parlais d'économie un petit peu alternative. Est-ce que justement, vous avez le sentiment que depuis cette crise, que depuis toutes ces initiatives qui se sont multipliées, en tout cas qui sont devenues de plus en plus visibles, l'ESS a véritablement pris ses lettres de noblesse. Et si ce n'est pas encore le cas, comment faire pour lui donner le plus d'ampleur dans la société française? C'est une réponse pas simple. Je dirais déjà qu'il faut reconnaître ses spécificités économiques, ce qui n'est pas véritablement le cas aujourd'hui. Je prends pour exemple le soutien qui a été fait au secteur de l'ESS pendant la crise sanitaire justement. Alors il y a eu la circulaire du 6 mai 2020 qui maintenait les subventions pour les associations et c'est une très belle chose, on va pas dire le contraire, mais à côté de ça, il y a eu par exemple des dispositifs comme le fonds d'urgence ESS, le PGE, le prêt garanti par l'État, le fonds de solidarité qui ont eu des accès conditionnés pour les associations notamment. Il fallait que ce soit des structures qui aient une activité économique qui soit soit assujetties aux impôts commerciaux, soit employeuses. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce qui concerne le nombre associatif? Qu'est-ce qu'on fait des plus de 8 autres associations qui ne sont pas employeuses? Quand vous avez une association qui fonctionne exclusivement sur la logique, sur la ressource bénévole, mais qui a quand même un loyer à payer, qui a des coûts de fonctionnement,
qui a eu des activités empêchées, qu'est-ce qu'on fait pour elle? On lui dit au revoir. Enfin, ça c'est une vraie question de... C'est très concret, ça. Et ensuite, on a d'autres choses qui, moi, m'ont un petit peu étonnée. Quand on regarde, par exemple, dans qui a accès au fonds d'urgence ESS? Alors, on a les associations, les coopératives, pas de problème. On a les entreprises qui ont l'agrément ESUS. Et puis, on a les entreprises qui mentionnent dans leur statut quelque part l'économie sociale et solidaire. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, une entreprise qui mentionne quelque part dans ses statuts qu'elle appartient à l'ESS. Enfin, moi, ça me pose une vraie question. C'est de l'ESS washing un peu. Voilà, c'est un peu de l'ESS washing. Et voilà, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on puisse reconnaître que dans l'ESS ne s'échange pas que de la ressource monétaire et qu'il y a une économie qui existe en dehors du marché. Donc déjà, je pense que ça, c'est un vrai enjeu. Très bien. Joanne, quel est ton point de vue, justement? Quel est votre point de vue ou ton point de vue? Je ne sais pas, on se connaît bien aussi. Sur cette question du développement et de cette prise d'envol un petit peu de l'ESS aujourd'hui. La question est effectivement vaste, mais il y a quelques points d'ancrage. Peut-être développer l'information et la formation des jeunes et des citoyens engagés sur cette dimension de l'ESS qui ne va pas de soi. C'est notamment les missions des mouvements associatifs régionaux et nationaux et puis des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire aussi. Donc il faut soutenir cette mission-là et les appuyer avec des réseaux comme les nôtres notamment. C'est aussi contribuer à structurer l'accompagnement des projets dans l'ESS. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont prêts, qui ont des idées, qui ont travaillé avec d'autres personnes sur leur territoire. Il faut les aider à structurer, c'est assez complexe, à la fois sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan de construction durable finalement de la mise en œuvre de leurs projets. Ça passe par des leviers financiers. On a déjà des outils bien connus dans le secteur tels que France Active. On a vu que France Active s'était déployé ces derniers mois et ces dernières années. Il faut poursuivre aussi ces démarches-là. C'est un élément fondamental pour le développement du secteur. Et puis peut-être renforcer l'attention et le soutien de l'État et des collectivités locales à l'égard de l'ESS. Il y a des initiatives en région. Il faut continuer à les soutenir. Je vais en citer une en région Centre-Val de Loire qui concerne plus spécifiquement le champ associatif. C'est un dispositif qui s'appelle Capasso, qui était un dispositif qui visait à soutenir la consolidation ou la création d'emplois sur des projets associatifs. Ça a été un levier très important sur notre région et on espère vivement que ça pourra se poursuivre. D'accord, très bien. Alors justement, pour enrichir nos échanges, je voudrais que nous écoutions Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS, qui propose justement quelques pistes pour que l'ESS puisse prendre peut-être plus de place dans notre société. On écoute Jérôme Voiturier et on en parle. On est dans une crise où les inégalités s'accroissent au niveau mondial et en France. Et l'économie sociale et solidaire, justement une économie plus humaine qui essaie d'arriver à une cohésion sociale, devrait être mise en avant. Deuxième paradoxe qu'on peut voir, c'est quand même un recul des services publics. Et donc la prise en compte de plus en plus par le secteur associatif, mais pas que, le secteur de l'ESS, de prise en compte des besoins des populations. Le troisième élément, c'est aussi le lien qui est en train de se créer entre la dimension environnementale et économique et sociale. Et on voit bien que l'économie sociale, avec ces liens avec le développement durable, doit être mise en avant. Et enfin, le dernier paradoxe, c'est qu'on est quand même, les Gilets jaunes l'ont montré, on est sur un moment où la prise en compte individuelle des gens, des volontés, des besoins des gens doivent être beaucoup plus mise en avant. Et donc l'économie sociale, avec son idée de une personne, une voix, son idée de prise en compte de tous et de la vie de chacun, devrait être valorisée. Néanmoins, on se rend compte qu'il n'y a pas encore une connaissance du monde de l'économie sociale. J'en veux pour preuve un sondage qui a été fait par la Visa en 2017 qui montrait que 87% des jeunes questionnés ne connaissaient pas les opportunités professionnelles en termes d'emploi que pouvait créer le monde de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a encore un vrai travail d'information, de communication, de connaissance, d'acculturation au monde de l'économie sociale et solidaire qui doit être mené. Alors Mathilde, ce travail d'éducation, d'acculturation dont parle Jérôme Voiturier, qu'est-ce que vous en avez à en dire?
Déjà, je voudrais effectivement confirmer dans une enquête, une recherche récente et qui est exploratoire qu'on a menée à l'INJEP, on s'est rendu compte effectivement que l'ESS et le monde associatif étaient vraiment méconnus et les dispositifs qui s'y rattachent sont vraiment méconnus. Dans le cas du mécénat de compétences, on s'est rendu compte que les salariés qui partaient dans le monde associatif avaient déjà un certain nombre de représentations sur ce monde-là, teinté d'amateurisme par exemple, ou alors une méconnaissance totale. Donc je pense qu'il y a effectivement un gros travail à faire pour justement donner à voir cette économie si particulière. Ce travail à faire, je rebondis un tout petit peu, est-ce qu'il doit avoir lieu peut-être dès le plus jeune âge, entre guillemets? C'est un peu bateau ce que je dis, mais est-ce qu'il y a aussi une acculturation à mener pour les plus jeunes? Alors, voilà. Ça connecte en plus avec l'engagement tout au long de la vie, mais je pense qu'effectivement une sensibilisation à l'ESS, au métier de l'ESS, aux valeurs et aux dimensions qui sont portées par l'ESS, je dirais dès l'école, dès le collège, ça me semble essentiel, et même valoriser par exemple des choses comme les juniors associations. Voilà, pour moi c'est des dimensions effectivement qui pourraient favoriser, quitte même à avoir des cours qui traitent de la question ESS et qu'on donne un peu de la place à ce secteur. D'accord, très bien. Johan, comment ça résonne l'analyse de Jérôme Voiturier qui insiste beaucoup sur une meilleure connaissance justement de cette forme d'économie, cette économie? Faire connaître et reconnaître l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est notre responsabilité collective aujourd'hui, à la fois des acteurs de l'ESS et de leur réseau. C'est faire connaître une autre forme d'entreprendre. Et donc c'est important aujourd'hui. Je crois que pendant longtemps, pour le secteur, en tout cas de l'action sociale et médico-sociale de la santé, ce n'était pas une nécessité. On avait un fonctionnement et notre travail était plutôt de travailler en lien avec les autorités publiques. Aujourd'hui, il y a un enjeu sur la connaissance par les élus, par exemple, aussi de notre secteur, et par le grand public. Un enjeu d'ouverture, ouais. Exactement. Donc il y a un véritable enjeu de valorisation des actions les plus concrètes possibles, et je crois que ça bouge dans le bon sens aujourd'hui. L'ensemble des acteurs de terrain ont pris cet enjeu aussi pour être mieux perçu par le grand public. Peut-être d'ailleurs que la crise va peut-être nous aider un petit peu sur ce Alors en tout cas, il faut qu'on essaie de capitaliser sur ce qui a été fait, parce que je crois que ça a été remarquable et remarqué, mais on sait aussi la capacité d'oublier, de passer à un événement suivant, donc c'est un enjeu très important de capitaliser là-dessus. D'accord, très bien. Alors on le sait, de nombreuses initiatives des acteurs de l'ESS sont menées à l'échelle des territoires. Un petit exemple avec le projet porté dans la région Centre par l'Association pour les personnes handicapées du Perche. Reportage. L'association, déjà, elle a vocation à accompagner l'ensemble des personnes éprouvant des difficultés en matière d'inclusion, soit sociale, soit professionnelle. Et on travaille uniquement sur le territoire donc, du Perche vendômois, un petit territoire plutôt rural. Et donc notre implication dans le territoire est assez forte et on a à cœur de développer effectivement des projets qui font sens pour le territoire. C'est-à-dire qu'on travaille sur énormément de sujets autour des filières courtes et il nous faut respecter ce territoire effectivement parce que c'est là où les gens ont leurs ressources, souvent leurs ressources familiales. Ils ne veulent pas être déracinés, ça c'est évident. L'association fait partie intégrante pour moi de l'économie sociale et solidaire, c'est une évidence depuis le départ. C'est l'ADN de l'association que d'être sur cette branche d'accompagnement par l'activité économique. Je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas c'est possible chez nous. C'est certainement dû à notre agilité qu'on a toujours eue sur ces vecteurs-là. On a su s'adapter au fur et à mesure, on a inventé des choses. Donc l'innovation, ça fait partie de notre ADN et ça a toujours été comme ça qu'on a fait avancer les choses. Ça s'appelle un side bike. À l'origine, c'était pour permettre aux personnes qui ne pouvaient plus faire de vélo ou à mobilité réduite de profiter des balades en plein air. On s'en sert de plus en plus pour aller faire quelques petites courses, ce qui permet aussi de réduire notre impact carbone. Voilà. Et aussi permettre aux résidents qui ne savent plus faire de vélo, qui ne peuvent pas, d'aller se promener. On a une responsabilité en tant qu'association, en tant qu'acteur économique local, de pouvoir effectivement avoir un aspect pédagogique, c'est-à-dire être influenceur sur la façon effectivement de consommer, sur la façon effectivement de se déplacer, sur un tas de petites choses, mais mis bout à bout qui font sens pour les gens. La crise va peut-être nous aider, c'est peut-être le seul avantage de cette crise.
En tout cas, l'ESS a sa part dans cet effort à faire et elle a un pouvoir politique qu'elle doit maintenir justement pour être influenceur auprès des politiques locales et aussi nationales et de façon, encore une fois, à essaimer cette dynamique sur l'ensemble du territoire national. Alors on l'a bien vu avec ce reportage, le territoire est sans doute la bonne échelle pour développer les initiatives de l'ESS, mais pour quelles raisons véritablement? Pour répondre à cette question, nous accueillons à distance Timothée Duverger, docteur en histoire, chercheur associé au centre Émile Durkheim et maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux. Bonjour Timothée, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien, bonjour, merci de votre accueil. Très bien, merci de participer à cette émission. Alors, vous avez très récemment rédigé un ouvrage sur les utopies locales. En quoi les territoires sont-ils un espace particulier de promotion de l'ESS? D'abord, il faut rappeler que les territoires, ce ne sont pas des composantes au fond passives sur lesquelles s'inscriraient simplement des activités. Les territoires, ils sont construits par des acteurs finalement qui ont des interactions les uns avec les autres. Voilà. Donc les territoires, ils sont fabriqués et à ce titre, effectivement, il peut y avoir des liens très importants avec l'économie sociale et solidaire et ce notamment parce que les territoires ont trois caractéristiques qui sont favorables à l'ESS. D'abord, ils permettent la désectorisation, le décloisonnement, la transversalité qui effectivement ne caractérise pas toujours les politiques publiques, parce que les politiques publiques, elles sont souvent à la fois verticales et sectorielles. Sur les territoires, on a un espace de décloisonnement. Deuxième caractéristique, c'est que on est en proximité, ce qui permet effectivement à l'engagement, à l'implication citoyenne de s'exprimer. Et la troisième caractéristique, c'est que souvent sur les territoires, on touche à la question des modes de vie, ce qui renvoie à des nouvelles problématiques qui sont très mobilisatrices aujourd'hui, notamment autour de l'écologie. Et on voit des modèles de l'ESS émerger sur ces territoires à travers, par exemple, les sociétés coopératives d'intérêt collectif ou, comme là d'ailleurs récemment, un nouvel appel à projet a été lancé au niveau de l'État, des pôles territoriaux de coopération économique qui visent à faire coopérer des acteurs de l'ESS, des entreprises, des citoyens, des acteurs du monde universitaire ensemble. Voilà, là on a un bon exemple et souvent on est sur des thématiques émergentes comme les énergies, les mobilités, l'alimentation, les déchets, enfin bref. Donc là on a effectivement un lien très étroit et consubstantiel entre les territoires et l'ESS. Très bien. Alors justement, on sait qu'à cause de la mondialisation, un certain nombre de territoires ont souffert économiquement avec des phénomènes de désertification, entre autres. Est-ce que justement l'ESS peut-elle être une forme de réponse à toutes ces fragilités qui sont apparues ces dernières décennies ? D'évidence, oui, puisque quand on regarde la carte, par exemple, des emplois et des activités de l'ESS, on s'aperçoit évidemment qu'en valeur relative, c'est plus important dans les secteurs ruraux qu'en milieu urbain, finalement. C'est-à-dire que là où, si vous voulez, il y a une certaine densité de population, le marché va trouver plus facilement des débouchés, donc on va retrouver là du secteur privé, alors que souvent, des activités d'utilité sociale vont trouver plus naturellement leur place dans des territoires fragilisés. Alors l'ESS, effectivement, ça peut être de fait un levier très important de ce point de vue. Je vous citerai quelques exemples. Le premier auquel je pense, c'est la coopérative RICOP. Vous voyez, par exemple, quand on parle des territoires très attractifs, tels que les métropoles, on parle de LGV. Là, on est typiquement dans la mondialisation, puisque l'objectif est d'interconnecter les grandes métropoles régionales au niveau européen. Bon, eh bien, RICOP, la coopérative, se crée aujourd'hui pour justement développer plutôt des lignes interrégionales. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, la première ligne qu'ils veulent ouvrir, c'est entre Bordeaux et Lyon. Donc, vous voyez, on n'est pas là dans le réseau étoilé français et encore moins dans... on est certes dans une connexion entre deux grandes métropoles, mais pas par la LGV, par une liaison interrégionale qui permettra effectivement de revitaliser tous les territoires de cette transversale ouest-est. Deuxième exemple que je pourrais citer, c'est par exemple la coopérative Village Vivant qui achète des locaux commerciaux dans des centres-bourgs et qui les loue ensuite pour effectivement développer de l'activité et revitaliser ces centres-bourgs. Souvent, d'ailleurs,
cela participe d'une dynamique beaucoup plus large, qui est celle des tiers-lieux. Hein. On observe effectivement un développement très important des tiers-lieux parce que tout simplement, ça permet d'équilibrer les modèles économiques et puis aussi de développer du lien social là où il en manque. Et ben, voilà, c'est une dynamique très large, je crois, qui vise effectivement à redynamiser des territoires fragiles qui effectivement manquent d'activité et sur lesquels on ne va pas réindustrialiser, replaquer des modèles économiques, de développement économique anciens, puisque de toute façon, ça ne marcherait pas, puisque les zones d'attractivité ne sont plus là. Donc effectivement, il faut développer des activités qui sont plus favorables et l'ESS, de ce point de vue, y trouve un creuset pour son propre développement. D'accord, très bien. Merci beaucoup Timothée pour ces réflexions très riches. Alors, on a beaucoup parlé des territoires, mais est-ce que le développement de l'ESS passe-t-il uniquement par les territoires? Alors, j'aurais tendance à avoir une réponse binaire, oui et non. En fait, on sait que, effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure Timothée Duverger, c'est que les territoires, c'est l'échelle de la réalité humaine. Donc effectivement, et c'est normal que l'ESS connecte avec cette échelle-là. Moi, j'ai tendance à dire que quand on a des politiques, et c'est ce qu'il disait tout à l'heure, des politiques, on pense en termes départemental, régional, etc. On voit bien que, par exemple, sur la vie associative, on n'a pas une vie associative qui s'arrête et qui se dit « Ah, c'est une frontière départementale, non, je m'arrête ici ». C'est pour ça que j'aime bien réfléchir en termes de bassin de vie associatif, c'est-à-dire finalement où est-ce et comment la vie associative se... Évidemment, les frontières administratives. Alors, mais j'aimerais bien que souvent les structures n'ont pas conscience, mais il y a des choses qui pèsent sur elles et qui sont à des dimensions bien plus lointaines. Par exemple, l'Europe. Si on prend l'Europe, il y a un certain nombre de normalisation juridique, de règles juridiques qui pèsent aujourd'hui sur les structures de l'ESS en France et au niveau des territoires, qui pourtant viennent de bien loin. Je parle par exemple, un certain nombre de... On a au niveau de l'Europe un principe dit de neutralité selon les statuts juridiques des différentes formes d'organisation et finalement le droit à la concurrence va plutôt pousser l'entreprise lucrative comme étant la forme de référence et tout ça, ça va avoir des effets dans la réglementation qui se retrouvent par exemple dans les demandes des pouvoirs publics au niveau territorial. Donc c'est pas simplement, on peut pas dire les territoires c'est la première entrée, mais en même temps il y a des choses il y a des contraintes de plus haut. D'accord, voilà. Très bien. Johan, sur cette question des territoires, est-ce que justement tu partages ce point de vue qu'il y a aussi des contraintes d'en haut et qu'il faut aussi peut-être travailler sur ce là-haut pour essayer de faire évoluer les choses? Oui, je partage tout à fait. Effectivement, il y a cet enjeu notamment de normes internationales et européennes. L'UNIOPS a travaillé sur ces questions depuis pas mal d'années et pas toute seule, bien entendu, avec l'ensemble du champ ESS aussi. Donc c'est un élément important. Le cadre normatif, que ce soit sur les normes très juridiques de l'organisation de notre secteur et sur ses financements, sur des enjeux fiscaux par exemple, sont très présents. Donc évidemment, le cadre est prégnant. Après, le territoire, ça reste le terreau où on peut s'enraciner sur le ESS, c'est sa raison d'être. Je veux dire aussi par là que des organisations ESS qui n'auraient plus d'emprise territoriale ont perdu quelque chose. Et donc c'est un des enjeux d'équilibrer cela, c'est-à-dire bien sûr avoir un certain nombre de principes forts et notamment statutaires qui existent aujourd'hui, mais sans perdre ce lien avec le territoire. Et puis pour les plus petites, essayer d'avoir des espaces de liberté entre un cadre normatif parfois très contraignant, mais trouver ces espaces de liberté pour épanouir leurs projets. D'accord, très bien. Alors justement, je découvre une question de Louise qui est complètement en lien avec nos échanges. Quel rôle des pouvoirs publics pour donner plus de place à l'ESS? Alors je ne sais pas qui veut répondre d'abord. Alors Mathilde, pour suivre l'ordre habituel. Mathilde. Alors, déjà, je vais un peu repartir sur ce que j'ai dit au début de notre plateau. Reconnaître les spécificités de l'ESS et pas en faire... alors certains auteurs, à qui j'emprunte le terme, parlent de quatrième fonction publique, une fonction publique à bas coût, dans lequel finalement on viendrait financer à moindre coût des politiques publiques sans en prendre vraiment la mesure de la spécificité et de l'intérêt de protéger ces emplois. Ça, c'est une première forme, une première
premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est déjà travailler à la représentation politique et économique du secteur de l'ESS. Si on pense notamment à la place de l'ESS dans le CESE, qui en plus est de la 3e chambre parlementaire, mais qui n'a vocation qu'à être finalement consultatif, on peut se poser un petit peu comment se fait-il que les intérêts ne soient pas plus représentés, notamment dans la démocratie représentative, mais pourquoi pas aussi dans la démocratie participative. Quand on parle de CESE, juste Conseil économique, social et environnemental. Ouais. D'accord. Et une troisième dimension qui est quand on parle beaucoup, alors c'est un terme qui est un petit peu à toutes les sauces actuellement, quand on parle de co-construction entre les associations et les pouvoirs publics, c'est une très bonne chose, mais j'aurais envie de dire il faut créer des espaces aussi où le conflit est possible entre pouvoir public et associations. On ne peut pas être tout le temps dans le consensus, il faut qu'il y ait des leviers, des formes de contre-pouvoir dans ces espaces-là, et je pense que c'est important justement pour faire vivre l'ESS. Et la démocratie aussi. Et la démocratie aussi. Il y en a des exemples au Québec là-dessus, sur les corporations communautaires. Je pense qu'on pourrait s'en inspirer. D'accord. D'accord, très bien. Joanne, ton point de vue justement sur la place des pouvoirs publics. On a évoqué justement les leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer pour changer le cadre. Est-ce qu'il y a aussi, comme le dit Mathilde, les conditions d'un dialogue qu'il faut mettre en place pour faire évoluer les choses? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut que les pouvoirs publics soient déjà facilitateurs, laissent un espace de liberté d'initiative et puissent faire confiance. Après, c'est aussi de la responsabilité des acteurs qui se veulent ESS ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui agissent en ce sens, de s'engager eux-mêmes, je veux dire par là, sans attendre un préalable ou un accord préalable des pouvoirs publics. Par exemple, c'est d'abord un engagement citoyen, ensuite effectivement des pouvoirs publics qui puissent être facilitateurs, et puis, je l'évoquais tout à l'heure, qui puissent soutenir un certain nombre d'actions, d'information, de formation dont je parlais tout à l'heure, de structuration, de l'accompagnement pour permettre d'élaborer des projets plus complexes, avec une ingénierie plus complexe. On peut avoir besoin d'eux sur des leviers financiers, mais aussi peut-être d'articulation sur les territoires, parce que les pouvoirs publics ont cette vision, ont des orientations politiques nationales ou locales qui permettent peut-être aussi d'éviter parfois des redondances d'actions, ou au contraire, et je pense en particulier dans l'action sociale, c'est un enjeu, des zones blanches. Donc on a besoin aussi des pouvoirs publics pour articuler pour équilibrer et tout ça. Parfois soutenir la coopération entre les acteurs. D'accord, très bien. Donc Mathilde, Joanne, Timothée, je vous remercie pour ces différentes contributions. Nous avons bien vu lors de cette première séquence que l'ESS répondait à de nombreuses aspirations. La société française, mais ne pouvait se développer qu'à certaines conditions. Mais à propos, quelle est l'utilité sociale de l'ESS? C'est ce que nous allons découvrir lors de notre prochaine séquence. Pour débuter celle-ci, je vous propose de découvrir un reportage tourné dans l'une des nombreuses ressourceries gérées par l'association L'Abri à Évreux, en Normandie, une initiative qui apporte tous les jours la preuve de son utilité sociale. Une ressourcerie, c'est un lieu où on va collecter les objets pour éviter que ça devienne inutilement des déchets. Une ressourcerie, c'est un centre de valorisation des objets. On va travailler d'abord par la réutilisation, le réemploi, et ensuite par le recyclage. Les autres missions de la ressourcerie, c'est d'accompagner les personnes en transition professionnelle vers un nouvel emploi, en les mettant en action. Le principe est de travailler tous les jours à la ressourcerie et de développer des compétences, de développer du savoir-être pour pouvoir le transférer dans un emploi futur. J'étais coiffeuse à domicile, j'ai perdu mon permis. Donc avec la ressourcerie, là, ils ont demandé une subvention pour que je repasse mon permis. Donc là, je suis en train de repasser mon code et j'ai rien à payer. Donc on a beaucoup d'aides. Ça sert aussi à ça, à avoir des aides pour refaire un projet professionnel. C'est vrai qu'en étant ici, ça nous fait un soutien et une aide. On n'est pas tout seul en fait à construire notre projet, donc c'est vrai que ça fait du bien de se sentir soutenu. Une des autres missions de la ressourcerie, c'est de sensibiliser les personnes à la réduction des déchets, à changer leur comportement de consommation pour consommer responsable, et local également, puisque la ressourcerie fonctionne en circuit court. Pour mesurer notre impact au niveau des acteurs de l'ESS par rapport à nos partenaires, il faut jouer sur notre crédibilité, notre capacité à faire, à produire une activité économique viable.
et de pouvoir accompagner les collectivités dans leur travail de réduction des déchets. Nous sommes un acteur de terrain qui peut complètement subvenir aux demandes du territoire. Bien entendu qu'il faut des statistiques, des tableaux, etc. C'est un moyen de preuve, comme on dit en matière juridique. C'est loin d'être l'essentiel. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment de montrer sur le terrain à nos clients, aux utilisateurs de nos ressourceries, ce que font exactement les gens avec qui nous travaillons. Montrer l'exemple, ça vaut tous les tableaux Excel du monde, ça vaut toutes les statistiques du monde. Je pense que l'ESS doit s'ouvrir au monde commercial, au monde économique en général, pour prouver justement qu'elle est capable de faire, et capable de porter des messages, capable de fournir un travail, de créer une activité économique. Alors, malgré l'utilité sociale des acteurs malgré l'utilité sociale des acteurs de l'ESS, celle-ci est bien souvent questionnée. Comment ces derniers peuvent prouver la plus-value de leurs actions et les pérenniser? Quelles sont les démarches en cours dans les territoires? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai à mes côtés Nathalie Sarge. Bonjour Nathalie, directrice d'ESAT et membre du Césaire de Normandie, et Jérôme Sadier. Bonjour, président de ESS France et du Crédit Coopératif. Voilà, alors on va commencer, je vais d'abord me tourner vers Nathalie pour cette première question. Donc la plus-value des acteurs de l'ESS ne fait aucun doute, mais ces derniers peinent à démontrer leur utilité sociale. Comment on peut expliquer ces difficultés? Alors oui, c'est assez paradoxal, mais je pense que nous sommes en fait en difficulté pour faire valoir nos actions, pour rendre nos engagements plus visibles et plus lisibles. Je pense que tout simplement, on n'est pas bon en communication, on ne sait pas faire. Alors en même temps, quand on parle d'utilité sociale, d'économie sociale et solidaire, moi beaucoup de gens me disent que c'est pas concret, que c'est pas parlant. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de définition stricte de l'utilité sociale. Pour moi, on y reviendra d'ailleurs. Voilà, on va y revenir. Effectivement, derrière ce mot-là, il y a une contribution positive. Mais quand on a dit ça, effectivement, on n'a pas dit grand-chose. Je pense qu'on a besoin de mieux communiquer, notamment sur la plus-value sociale et économique de nos structures. Et forcément, derrière ça, quelque part, il y a une mesure d'impact aussi, je pense, à faire. Autre difficulté, on a historiquement, je pense, fonctionné plutôt en individuel ou en silo, par famille de solidarité. Je pense aux ESAT, évidemment, bien sûr. Je pense au handicap. Et je pense qu'à l'échelle de nos territoires, je prends l'exemple, moi, sur le Cotentin, donc ça correspond à l'échelle d'un EPCI. L'ESS, dans le Cotentin, c'est 6 000 emplois. C'est 14% de l'emploi salarié privé. C'est presque 500 établissements employeurs. Et je pense qu'à plusieurs, justement, c'est l'occasion de construire un regard partagé sur nos richesses issues de nos structures, portées par évidemment les acteurs qui sont à l'échelle de l'EPCI. Et je pense que cette échelle-là est aussi une bonne échelle au niveau géographique et politique. D'accord, très bien. Jérôme Sadier, votre point de vue sur le sujet, comment on peut expliquer ces difficultés des acteurs de l'ESS à prouver cette fameuse utilité sociale? On reviendra sur l'utilité de cette notion, si je puis me permettre, mais voilà, comment on peut expliquer ces difficultés? Nathalie a raison, tout d'abord, c'est un grand paradoxe. Parce que les acteurs de l'économie sociale sont les plus grands innovateurs sociaux qui soient. Bien sûr. Ils le prouvent, ils l'ont encore prouvé d'ailleurs récemment dans la crise que nous sommes encore en train de vivre, parce que nous en subissons encore les conséquences. Ils étaient en première ligne, y compris lorsqu'il fallait maintenir la cohésion sociale et territoriale dans ce pays. Ils sont même historiquement à la base même du contrat social républicain français, dont on s'enorgueillit en permanence. Et pour autant, ils ont du mal à le dire, à le faire savoir. C'est pas faute qu'il y ait c'est pas faute qu'il y ait une définition de l'utilité sociale pour le coup, parce que la loi de 2014 sur l'ESS en contient une. Elle contient une définition de l'utilité sociale, comme elle en contient une sur l'innovation sociale également. Moi, j'y vois plusieurs raisons à ça, mais en fait, qui sont pas cumulables, en fonction des circonstances. Mais d'abord, il y a beaucoup des acteurs de l'économie sociale qui font partie du paysage. Voilà.
Et, on n'y fait plus attention. Nos concitoyens ne sont plus attentifs au fait que c'est l'innovation sociale qui fait que, contrairement à d'autres pays d'ailleurs, certains acteurs économiques et sociaux exercent tel ou tel type d'activité qui fait partie de notre vie quotidienne. On considère ça comme normal et ce n'est pas rattaché à un potentiel d'innovation sociale parce que ça fait partie du paysage. Donc par définition, on n'y réfléchit pas trop. Après, il y a beaucoup de structures qui sont trop petites, trop jeunes, ou parfois trop en silo, comme disait Nathalie aussi. Donc du coup, ça ne fait pas, ça ne fait pas parler de soi en tant qu'innovateur social. Puis il y a celles aussi, des structures ou des acteurs qui n'ont pas assez de moyens pour se permettre de communiquer. Tout ça, ça amène au fait que ça ne fait pas système. Voilà, on n'arrive pas à comprendre que c'est de l'économie sociale, c'est à l'intérieur de l'économie sociale de l'innovation sociale. Et puis ça manque aussi, Nathalie a introduit le sujet, un peu de méthodologie pour expliquer comment on valorise cette utilité sociale. Alors justement, comment les acteurs de l'ESS peuvent-ils s'y prendre justement pour apporter cette preuve de leur utilité sociale? C'est sûr que c'est pas forcément natif comme on dit dans le nouveau monde d'aujourd'hui. Mais la question c'est ça, si on peut y échapper vraiment en fait. Alors d'abord, c'est vrai que pour ceux qui dépendent de ressources publiques, c'est de plus en plus obligatoire que d'avoir des indicateurs quantitatifs qui permettent de vérifier le nombre de bénéficiaires, entre autres, en fonction des différents types d'activités, bien évidemment. Mais aussi les financeurs privés sont de plus en plus regardants. Et puis même, je pense que la tendance, ça va être que les personnes qui même s'engagent dans nos organisations de l'économie sociale vont parfois être plus regardantes aussi sur l'impact, entre guillemets, on va y revenir, qu'ont nos organisations. Et je pense qu'il ne faut pas se satisfaire d'indicateurs quantitatifs, il faut aussi travailler sur des indicateurs qualitatifs, parce que pour le coup, je pense que c'est ce qui doit faire la différence dans l'économie sociale et solidaire. La forme de nos entreprises, de nos organisations, c'est des sociétés de personnes qui reposent d'abord sur l'engagement des intéressés, quoi qu'il en soit, amènent à des indicateurs qualitatifs qui jouent un rôle dans la qualité de ce que nous faisons. Et donc derrière, dans l'utilité sociale, et si je tirais le fil, j'irais même jusqu'à l'utilité démocratique de ce que nous faisons. Ce n'est pas le sujet du jour, mais néanmoins, je pense que ça a aussi un impact sur la démocratie de notre pays. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Nathalie, justement, si on observe un petit peu ce qui peut être mené en termes d'apporter la preuve, de prouver l'utilité sociale, est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez en tête et comment est-ce qu'on peut faire justement pour apporter cette fameuse preuve de l'utilité sociale des acteurs de l'ESS? Oui, alors sur le PCI, moi où je travaille, donc qui est le Cotentin, on a créé il y a plusieurs années déjà un collectif ESS. Donc ça a été impulsé par une volonté politique à l'époque, du président notamment de Cherbourg-en-Cotentin. On a pu réaliser grâce à ça notamment des journées festivals de l'ESS. Parce que depuis 2014-2015, qu'on est donc en collectif, c'est un collectif libre, voilà. Oui. On n'est pas encore très bien structuré. On a tout de suite vu qu'il y avait 3 axes importants à travailler. Tout ce qui concerne la communication, la sensibilisation à l'ESS et la promotion de cette économie positive. Deuxième axe stratégique, c'est d'accompagner les porteurs de projets parce que c'est pas si facile que ça. Ouais. Et puis de nous aider à nous structurer, à nous entendre aussi quelque part parce que tout ne fait pas consensus, bien évidemment. Et puis troisième axe stratégique, c'était aussi la prise en compte de l'ESS dans les politiques publiques. Alors pour du coup, nous, on va dire qu'on a été chanceux puisqu'on a un adjoint qui est délégué à l'ESS. Et on a pu, la collectivité aussi a pu faire l'embauche d'une chargée de développement. Donc forcément c'est aidant, ça ne fait pas tout, mais ça fait quand même la différence. On a organisé donc un premier festival en 2017 de mémoire et un deuxième festival en 2019. On a bien entendu que c'était ouvert à tous, bien sûr que le public se repérait pas très bien, comprenait pas très bien qu'est-ce qui faisait qu'on était justement un peu à part. Ils mesurent bien la plus-value sociale en nous rencontrant, parce que je pense que c'est important aussi qu'on vienne visiter les structures pour que les gens se rendent compte. Ouais. Et nous, on a souhaité développer 3 axes. On a monté un salon d'affaires ESS Presso,
qui permet justement à des acteurs J'imagine qu'on boit des cafés. Oui, uniquement. Okay. Mais par contre, on a le droit de rencontrer, on met en lien des acteurs de l'ESS qui cherchent à développer leur business avec des entreprises du secteur marchand classique ou des collectivités. Donc en 2019, il y a eu quand même, alors je lis ma petite note parce que je voudrais quand même vous donner des éléments chiffrés, 160 rendez-vous qui ont amené du business pour les structures de l'ESS. On a mis le paquet aussi sur l'éducation et notamment sur les lycéens. Parce que les lycéens... C'est-à-dire que les lycéens pouvaient venir à ce tout festival. Tout à fait. Donc évidemment, il y a eu un éductour d'organiser, les enseignants ont été mobilisés, mais 200 lycéens, c'est quand même pas rien. Parce qu'on se dit aussi que les lycéens, c'est nos professionnels de demain. Donc ça me paraît important de travailler avec cette tranche d'âge. Ce que vous voulez dire, c'est que plus on connaît l'ESS, plus on prend la mesure de toutes ses plus-values et de son utilité sociale. C'est ce que vous voulez me dire? C'est ça, et puis ça permet aussi à des jeunes qui ont peut-être envie, ou des chercheurs d'emploi qui viennent frapper à la porte, de se dire ça m'intéresse parce que c'est une économie pour moi qui a du sens. Et puis ça permet aussi de faire le lien avec l'offre de formation aussi du territoire, bien évidemment. D'accord, ok, très bien. Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, on a vu les acteurs de l'ESS multiplient les initiatives pour prouver leur utilité sociale et ils peuvent pour cela s'appuyer sur un certain nombre de partenaires. C'est le cas notamment du réseau associatif Apogée. Alors, Anthony Michaud, qui est donc avec nous normalement en duplex, Bonjour Anthony. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, donc, Anthony Michaud, vous êtes chef de projet innovation sociale au sein d'Apogée. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour permettre aux acteurs de l'ESS de faire valoir leur utilité sociale? Écoutez, au sein du réseau Apogée, tout d'abord, merci de votre invitation à prendre la parole. Alors, au sein du réseau Apogée, on a créé un pôle qui s'appelle le pôle Racine. Et donc, l'objectif est de soutenir et d'accompagner les porteurs de projets, les établissements, les institutions, dans la réalisation concrète de leurs projets. C'est la mission du réseau Apogée, en particulier ici sur les questions de l'innovation sociale, au travers de 3 programmes d'action. On crée des événements, physiques ou numériques, on va travailler sur un pôle de fertilisation, et puis on va accompagner concrètement les porteurs de projets techniquement sur les méthodologies de projet pour qu'ils puissent réussir leurs actions. En fait, on va fonctionner par plusieurs étapes. La première étape qui est importante pour nous, c'est d'identifier les projets remarquables, les bonnes pratiques, pour pouvoir les valoriser. Parfois, on en parlera tout à l'heure, on n'a pas toujours conscience de la qualité du projet qu'on mène, et puis malheureusement, il n'est pas suffisamment visible ou on ne peut pas l'exporter. Ensuite, on cherche à favoriser le partage de ces expériences et de ces réussites, justement pour permettre aux acteurs de se nourrir entre eux. Et donc, c'est notre 3e marche, finalement, c'est de mettre en réseau les acteurs pour simplifier les démarches de co-construction, de mutualisation, et d'ancrage territorial. Et finalement, on a une position, on va dire, de passerelle entre les acteurs terrain et puis les têtes de réseau qui vont centraliser, analyser, conceptualiser l'innovation sociale. D'accord. Alors justement, vous voyez énormément d'acteurs, énormément d'initiatives qui sont menées dans le cadre de l'ESS. À quelles difficultés se heurtent ces acteurs quand vous échangez avec eux pour prouver cette fameuse utilité sociale? Alors les difficultés sont multiples. On est dans le cadre de la gestion de projet dans la plupart des cas. En préalable, on va quand même saluer un secteur qui est quand même très dynamique. Et ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on parle d'innovation sociale, on a un vocable ou une sémantique qui évolue, mais de tout temps, on a beaucoup innové dans l'ESS, dans le monde associatif et des fondations. On a 2 types de difficultés majeures en fait, qu'on va rencontrer. Toutes les difficultés liées à la gestion de projet, à la conduite de projet, on va dire classique, qu'on peut rencontrer dans tout le secteur associatif et au-delà. Et puis des difficultés plus spécifiques à notre secteur. Par exemple, on vient beaucoup nous demander, nous, des soutiens en financement pour les différentes phases de développement d'un projet. La phase initiale où il faut pouvoir justement amorcer, lancer, expérimenter. La phase d'essaimage, une fois qu'on a prouvé que le modèle fonctionne bien, on va pouvoir le dupliquer. Et puis pour rendre les actions plus pérennes. Donc là, c'est vraiment le besoin de financement à différents échelons, avec des modèles économiques qui évoluent de plus en plus vite, à mon sens. D'autres problématiques qu'on rencontre, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'on les rencontre assez souvent, mais elles sont simples à débloquer. C'est tout ce qui va être autour de la méthodologie de projet. Très simple de faire des plannings, d'avoir une gestion des tâches, de prendre le temps d'embarquer nos équipes, d'avoir des bilans des projets et puis de fixer des objectifs clairs, mesurables. Enfin, voilà, des choses de conduite de projet classique, mais qu'on n'a pas toujours en main quand on démarre. Et notamment, on ne les a pas souvent en main parce que
bien souvent, on travaille dans un cadre d'urgence. Alors l'urgence peut être de différentes natures parce qu'on répond à un appel à projet et donc très vite il faut pouvoir rentrer dans les cadres ou parce qu'on a notre temporalité associative qui nous amène avec des échéances d'AG et autres et qui nous donne des temporalités courtes et donc on est obligé d'agir un peu vite et donc malheureusement on ne se donne pas suffisamment le temps. Moi j'appelle ça un genre d'investissement de temps. On investit ce temps de démarrage pour démarrer correctement, embarquer nos équipes pour ensuite à terme gagner en qualité de projet. Notre difficulté qu'on rencontre, c'est celle du cadre restreint dans lequel on va se mettre finalement nous-mêmes. On est dans un cadre souvent réglementaire lié à des financements publics, à des obligations partenariales, et bien souvent on va nous-mêmes restreindre encore ce cadre par peur du risque, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, et du coup on n'ose pas suffisamment. Donc là c'est un peu le conseil qu'on crie nous à tue-tête, oser avancer, oser agir, et puis on a des risques qui sont souvent mineurs, en tout cas pas aussi gros qu'on le craint, et donc on peut travailler à gérer ces risques, de faire de la gestion de risque pure et dure. Donc oser agir et surtout oser, ça c'est un autre frein qu'on rencontre, oser le droit à l'erreur. Aujourd'hui on veut innover pour être utile, mais pour innover, il faut accepter d'inventer et donc d'explorer les solutions. On ne trouve pas, ou c'est très rare, on ne trouve pas au premier coup la solution magique qui fonctionnera beaucoup mieux que la précédente. Il faut accepter d'essayer un chemin, de revenir un peu en arrière, de rencontrer des partenaires nouveaux, de prendre le temps de se connaître pour ensuite trouver une bonne solution qui fonctionne entre nous. Donc ce droit à l'erreur et à l'exploration, à la découverte de notre environnement. Et enfin, je dirais peut-être dernier frein qu'on rencontre souvent, alors ce n'est pas les seuls, on en trouvera d'autres, mais c'est ceux que nous on rencontre régulièrement sur le terrain, c'est au niveau de l'essaimage, plutôt du partage, la prise de conscience. Les plus petites structures, c'est un peu moins vrai dans les grosses structures, dans les grandes fédérations, mais malgré tout on en rencontre encore, ne conscientisent pas réellement l'impact de leur action. Donc c'est assez étonnant, on trouve un problème, un besoin, on trouve une super solution, et comme on n'a pas mesuré jusqu'où va cette innovation, ou cette bonne idée, on ne va pas vraiment l'analyser, la modéliser, et donc on ne va pas la partager. Elle va rester confidentielle sur son territoire, dans sa structure. Elle ne va pas venir enrichir d'autres structures autour. Donc là, on a une responsabilité collective à travailler à ce qu'on progresse ensemble, malgré les appels à projets, malgré toutes les cultures ou les différences qu'on peut avoir. On doit apprendre à travailler davantage, à s'ouvrir pour pouvoir s'enrichir et que notre secteur progresse finalement. La notion de bien commun est bien là. Donc en conclusion, je dirais oser agir et puis oser s'ouvrir aux autres, aux autres partenaires, aux autres acteurs. D'accord, merci beaucoup Anthony pour ces derniers mots. Il faut donc oser. Alors avant que nous poursuivions nos discussions, je vous propose et que nous prenions peut-être quelques questions des internautes qui nous suivent avec beaucoup d'attention. Je vous propose une petite pause. On se retrouve donc dans une petite minute. Alors on se retrouve avec peut-être quelques questions. Donc il y a une question d'Éric. Peut-on à la fois avoir une utilité sociale et être performant sur le plan économique? Alors je ne sais pas qui veut répondre en premier à cette question. Nathalie. Alors moi je dirais, c'est pas peut-on, je pense qu'on se doit d'être performant économiquement. Et c'est pas parce qu'il y a une utilité sociale que ça nous dédouane d'une bonne gestion, j'ai envie de dire, financière, commerciale. Alors j'ai envie de dire que c'est la mission même des ESAT, et c'est pas d'aujourd'hui, ainsi que les structures
de l'insertion par l'activité économique. On gère, alors notamment dans l'action sociale et médico-sociale, de l'argent public par le biais de prix de journée, subventions, dotations globales de fonctionnement. Donc c'est extrêmement important d'être à l'équilibre, et si c'est possible aussi de faire quelques résultats, ça permet de réinvestir auprès des équipes et des personnes que l'on accompagne. Donc oui, c'est possible et c'est même vivement recommandé. Et pour moi, c'est extrêmement important de montrer et de prouver que effectivement, il y a une bonne gestion financière et on se doit de mettre tous les moyens possibles pour y arriver. Oui, parce que c'est le procès que font parfois les entreprises du monde lucratif vis-à-vis de l'ESS en disant vous êtes subventionné, vous êtes aidé, donc vous êtes en déficit, mais on vous aide systématiquement, donc en fait vous n'êtes pas performant économiquement malgré votre utilité sociale. C'est bien un procès. Oui, je l'entends, moi ça. Après, je rappelle aussi qu'il n'y a pas de reprise de déficit, donc pour malheureusement les quelques collègues qui peuvent rencontrer ces difficultés, voilà, il faut que l'année suivante, ils trouvent les moyens de faire mieux. Donc après, oui, on entend encore, mais de moins en moins. D'accord. Voilà, alors, ça change. Bon, ça change un petit peu, le regard change un peu. Très bien. Jérôme, sur cette question-là de la compatibilité justement entre utilité sociale et performance économique, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Heureusement que c'est compatible, mais vous parlez de subventions et ça m'agace en fait. Donc évidemment que la subvention existe dans le monde de l'économie sociale et c'est d'ailleurs parfaitement légitime, il n'y a pas de raison. Cet argent appartient à tout le monde, y compris à ceux qui l'utilisent. Mais il faut quand même rappeler que l'ESS n'est pas complètement subventionné. Il y a de grands pans de l'économie sociale qui ne le sont pas. Et à contrario, il y a de grands pans de l'économie dite conventionnelle qui le sont largement, parmi les donneurs de leçons, de l'industrie automobile, aéronautique, de l'armement, des transports, des médicaments, de la recherche, etc. Tout à fait. Cette économie n'existerait pas, les grands fleurons industriels français n'existeraient pas sans subvention directe ou indirecte, sans commande publique, sans allègement d'impôts, etc. Donc il faut quand même parler de ce qui est sérieux. Donc si on mettait tout ça bout à bout, et j'aimerais bien qu'on le fasse un jour d'ailleurs, on verrait que l'économie sociale est quand même beaucoup moins subventionnée que le reste de l'économie conventionnelle, si tant est qu'on arrive à poser les choses de manière méthodologique. Donc le CES n'est pas une économie subventionnée et c'est une économie qui est performante. Après, ça dépend de quelle performance on parle. La création de valeur dans l'économie sociale n'est pas, heureusement d'ailleurs, de même nature que la création de valeur dans d'autres secteurs d'activité économique. Et c'est là que nous, on a un combat culturel à mener, qui est un combat sérieux par ailleurs, parce qu'il doit reposer sur des éléments qui soient démontrables avec de la méthodologie. Et on a un point faible sur la notion de non-lucrativité à laquelle moi j'adhère, mais qui n'est pas comprise. Donc arriver à démontrer de manière positive ce que cela veut dire est, je crois, un gros enjeu pour nous. Il ne s'agit pas de la remettre en question, il s'agit juste de démontrer qu'on peut créer de la valeur, on peut être rentable, on peut dégager un résultat. La question, c'est à quoi ça sert derrière et à qui ça va. Voilà. Et c'est ça qu'on n'arrive pas aujourd'hui à démontrer. Vous évoquez justement cette définition de l'utilité sociale qui est donc présente dans la loi de 2014, la fameuse loi Hamon. Est-ce qu'il faut la revisiter selon vous ? Non, je ne crois pas qu'il faille la revisiter en soi. Il faut juste qu'elle soit assortie derrière d'une forme de méthodologie de démonstration de l'utilité en fonction des secteurs. Je ne pense pas qu'un truc générique soit faisable, ni même nécessaire. Mais il faut qu'on arrive à l'ancrer plus dans la réalité. Là, elle est encore un peu trop théorique. D'ailleurs, l'ancien haut-commissaire à l'ESS avait commencé à lancer des travaux sur la question, ainsi que sur l'innovation sociale. C'est un peu resté lettre morte, mais de fait, l'enjeu reste le même aujourd'hui. D'accord, très bien. Nathalie, Jérôme, Anthony, je vous remercie. Nous avons pu voir lors de cette séquence l'importance pour les acteurs de l'ESS de crédibiliser leur action en prouvant leur impact social, même si cette dernière notion est peut-être discutable, en tout cas, et mérite peut-être quelques précisions. Nous allons maintenant nous pencher sur un autre sujet majeur, qui est la place des associations au sein de l'ESS. Pour introduire cette nouvelle séquence, nous sommes allés rendre visite à l'association L'Éclos du Loiret, dans le centre, qui, grâce à sa gouvernance, a pu s'inscrire dans une perspective de coopération. Reportage. Le GCSMS du Pays de Loris, c'est le regroupement au départ de plusieurs établissements qui ont la chance d'être situés très proches sur un même petit territoire, soit le foyer de vie Le Cloroy,
l'EHPAD de Loris, la maison d'accueil spécialisée, toujours à Loris, et un service d'aide à domicile, l'ADAPA. Tout ça fonctionnant depuis très longtemps sur le pays de Loris. Puis le GCSMS est entré en contact très rapidement avec la commune de Loris, la communauté de communes du pays de Loris et même le département du Loiret. Et on a pu élargir ce GCSMS. Notre association a une gouvernance suffisamment solide qui lui a permis d'envisager de collaborer avec d'autres sans perdre son identité ou sa liberté de manœuvre. Ce groupement de coopération, en fait, il a son sens parce qu'il est implanté dans un territoire de vie, donc là où vivent un certain nombre de nos concitoyens, dont les personnes que nous accueillons dans nos établissements, qui sont aussi des citoyens à part entière et qui vivent dans ce territoire et qui peuvent bénéficier, au-delà de ces établissements, d'autres services culturels, etc. Ce groupement de coopération, il a pour vocation de répondre à des besoins non satisfaits et qui sont pour nous importants à développer. Ce qui est le plus important, c'est justement d'agir en commun avec d'autres acteurs qui sont peut-être dans d'autres champs d'activité, mais qui se complètent bien avec les nôtres. Et ce qui est le plus important finalement quand on est sur un territoire, en tant qu'association, et la gouvernance associative, elle doit porter ça, et elle le porte, c'est de répondre aux besoins des concitoyens, des plus fragiles, bien entendu en premier, mais au-delà d'eux, les citoyens qui vivent sur ce territoire. Comment faire pour que l'ESS soit plus légitime dans notre pays? Pour moi, il n'a pas d'autre alternative que de s'ouvrir à l'extérieur. Alors il le fait peut-être ici ou là, mais il faut vraiment le faire comme un acte essentiel de la vie des associations et des établissements, pour justement faire valoir, ses qualités, faire valoir son expérience, ses savoir-faire, mais elle doit absolument le montrer à l'extérieur pour survivre et vivre. Alors les acteurs de l'ESS sont nombreux et divers, et même si les associations restent majoritaires, les modes de gestion proches des entreprises tendent à s'imposer. Comment faire valoir l'identité, les spécificités associatives? Pour répondre à cette question, j'ai à mes côtés Claire Toury. Bonjour Claire, présidente du mouvement associatif, et Philippe Hainaut, professeur de sciences de gestion à l'IAE de Paris. Alors justement Philippe, je vais commencer par vous. Les acteurs associatifs sont majoritaires au sein de l'ESS mais sont très peu visibles. Comment on peut expliquer ce paradoxe, puisque je crois qu'ils représentent 80% des acteurs de l'ESS et on entend assez peu, en tout cas moins parler que les mutuelles ou les coopératives, des acteurs associatifs. Comment on explique ce paradoxe-là? Alors, je pense tout d'abord que ce paradoxe doit être resitué pour les millions d'acteurs associatifs qui s'engagent. Je pense aux bénévoles, aux salariés, aux donateurs et même aux bénéficiaires qui sont autour de ces projets associatifs. C'est un quotidien. Il n'y a pas de problème de visibilité. Finalement, c'est avec la question de mettre en regard le champ associatif avec l'ESS que se pose cette question. Et parce qu'en fait, on est sur un autre niveau d'analyse. On est sur une analyse qui va plutôt concerner les décideurs, les acteurs publics, les grands acteurs économiques. Et là, je pense qu'il y a un vrai déficit de connaissance du monde associatif, d'où ce manque de visibilité, et qui s'explique à la fois par un problème de formation et un problème d'information. C'est-à-dire que longtemps, on n'a pas eu de statistiques sur l'évolution et le suivi du monde associatif. C'est grâce à des chercheurs qui se sont engagés là-dessus, je pense à Edith Archambault, à Philippe Kaminski, à Viviane Tchernonog et à Lionel Proutot, qu'on a les éléments qui nous permettent de savoir que le champ associatif, c'est un champ important et crucial pour l'économie française. C'est d'ailleurs à partir de ça que la loi 2014 a eu une légitimité et qu'elle a accueilli en son sein les associations à juste titre. Mais en même temps qu'il y a eu cette reconnaissance institutionnelle, il y a selon moi un problème qui est rémanent, c'est-à-dire un certain discours autour de l'ESS qui tend à privilégier un mot, l'entreprise de l'ESS, au détriment d'organisation de l'ESS, et qui écrase une partie de cette diversité du secteur, et qui malheureusement tend à faire qu'un certain nombre d'associations ne se reconnaissent pas comme appartenant à l'ESS. D'accord, très bien.
Claire, quel est votre point de vue sur ce sujet-là? Est-ce que les entreprises ont tout écrasé, enfin les entreprises de l'ESS ont tout écrasé, notamment les associations membres de l'ESS à part entière et même majoritaire? Oui, je ne peux pas dire ça. Non, mais je partage l'analyse de Philippe. Peut-être que sans répéter ce qui a été dit, la loi de l'ESS, enfin la loi de 2014, c'est une loi qui est absolument essentielle, mais qui pense l'ESS quand même d'un point de vue très économique. Et c'est ce que disait Philippe, nombreuses sont les associations qui ne se pensent pas forcément comme des acteurs économiques, alors peut-être à tort, mais ça c'est un autre sujet. Ouais. En tout cas, elles ne sont pas reconnues comme des acteurs de l'ESS, elles ne sont pas employeuses, elles ne sont pas, elles ne sont pas dans ce périmètre-là. Moi, ce qui me semble important, c'est de rappeler que le projet associatif, c'est un projet politique, c'est un projet démocratique, c'est une identité associative qui est assez affirmée, qui est assez forte et qui parfois va prendre le dessus sur l'identité de l'ESS, l'identité de l'économie sociale et solidaire. Les associations, on l'a dit un peu plus tôt, elles sont dans toutes les communes, elles animent les territoires, elles font vivre des projets, elles facilitent le lien social. Voilà, c'est réducteur de ne les penser que comme des acteurs économiques. Donc, tant qu'on n'aura pas dépassé ça, je pense que beaucoup d'entre elles ne se reconnaîtront pas comme faisant partie de la famille de l'ESS. Du coup, une des questions qui se pose, je pense, c'est peut-être la dimension politique de l'ESS en tant que telle. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner davantage de dimension politique à l'ESS? Mais pour ça, il faut le faire avec les associations, évidemment. Et donc, il faut que le vocabulaire aussi intègre les spécificités associatives et que les associations ne se laissent pas écraser par le monde de l'entreprise, comme le disait Philippe. D'accord, très bien. Alors, afin d'enrichir notre analyse, je voudrais qu'on écoute une intervention de Christine Chaugnot, adjointe au directeur général de l'UNIOPS et responsable de la mission recherche et prospective au sein de l'Union. Elle est aussi l'auteure d'un récent ouvrage intitulé « Le sens de l'action dans les associations ». Donc, on va l'écouter parce que je pense qu'elle peut apporter un élément supplémentaire qui va nous permettre de discuter ensemble sur tout ça. Donc, on l'écoute et on en parle. Il y a un espèce de paradoxe qui est très curieux, c'est que d'un côté les associations sont majoritaires dans l'ESS et de l'autre elles sont très peu visibles. Alors peut-être qu'il faut chercher une explication fondamentale dans notre culture politique. Est-ce que les associations sont encore associées à l'aide aux pauvres? Est-ce qu'elles sont associées aux ONG? Peut-être c'est quelque chose qui perdure, donc ça fait une représentation collective qui est décalée par rapport à ce qu'est la réalité associative, le fait associatif à la fois historiquement et aujourd'hui. Puis il y a un phénomène aussi qui est très important, c'est tout ce que produit notre système d'éducation et de formation. On fait très peu de place à l'enseignement sur finalement le système politique, le système démocratique, le fonctionnement social en général, et ça produit des cadres, des ingénieurs, des responsables spécialistes en gestion qui ne savent pas trop ce qu'il en est du système politique, du fonctionnement démocratique. Même dans les écoles de gestion qui se spécialisent sur la gestion dans l'ESS, c'est pas tout à fait sûr qu'il y ait assez de contenu sur la dimension démocratique politique que peut revêtir l'ESS. Donc ça produit un hiatus, ça l'alimente. Donc il faudrait vraiment concevoir d'autres cursus de manière beaucoup plus radicale peut-être. Il faudrait aussi soutenir énormément l'éducation populaire qui a un rôle très très important à jouer pour amener d'autres représentations du fonctionnement démocratique et du fait associatif dans le fonctionnement démocratique. Puis il y a aussi un autre aspect, mais ça il est plus connu, c'est celui des jeux d'acteurs. Pour certains acteurs, c'est très stratégique d'alimenter l'idée selon laquelle les associations seraient mineures ou selon laquelle elles seraient dépassées, désuètes, d'où la possibilité pour ces acteurs-là de valoriser encore mieux leur propre rôle. Alors Philippe, est-ce que les associations sont désuètes, comme le disent certains, d'après Christine Chaugnot? Je partage l'analyse de Christine Chaugnot sur le fond et sur un domaine particulier qui est le mien. L'enseignement, je constate et je confirme que l'enseignement dans le supérieur et même en lycée est essentiellement autour de l'économie orthodoxe, au cours d'une vision de l'économie de marché, où on pense que les acteurs sont rationnels, qu'ils sont guidés par la recherche de satisfaction des besoins et avec des indicateurs monétaires et financiers. Ça, c'est assez préjudiciable, ce type de formation, parce que ça ne permet pas de comprendre ce qui se passe dans le champ associatif. On ne gère pas un établissement public, une association comme une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être précisé et qu'il y a un effort de formation, d'enseignement et d'éducation à faire sur ces terrains-là. Claire. Oui.
Alors, je rejoins, et puis après, c'est ce que je disais un peu plus tôt, je pense qu'il faut qu'on réaffirme aussi un peu collectivement le rôle politique et social des associations. On l'a bien vu tout au long de cette crise, hein. Elles sont partout, elles sont dans toutes les communes. C'est quand même assez fort de savoir que dans toutes les communes, il y a une association, c'est un peu une spécificité. Les associations, c'est l'émanation des citoyens quand même, c'est les citoyens qui décident de se rassembler pour s'organiser eux-mêmes. Et donc en ça, ce que les associations proposent, c'est... Il y a une adéquation très très forte entre les aspirations de vie et ce que les associations proposent, puisque ça vient directement de ces aspirations de vie-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, ce qu'il faut qu'on rappelle collectivement, à mon avis, c'est que choisir le modèle associatif, c'est pas forcément un choix anodin. Enfin, ça ne doit pas être un choix anodin. Et donc ça, c'est un peu le travail du mouvement associatif et des acteurs associatifs, c'est de réenchanter le collectif associatif pour porter le message politique, démocratique derrière ce choix-là. Alors justement, si on s'intéresse aux spécificités du monde associatif, si on devait faire œuvre peut-être de pédagogie, parce qu'on l'a tous un peu en tête, mais ça serait quoi les vraies spécificités des associations membres de l'ESS comparativement, par exemple, aux coopératives ou aux mutuelles? Alors, bon, ça, c'est pas excluant, hein, mais en gros, ce qui fait l'identité associative, disons-le peut-être plutôt comme ça, d'abord, c'est quand même le bénévolat. Les associations, enfin, il y a quand même 20 millions de personnes qui s'engagent dans des associations de manière bénévole. 20 millions de personnes qui s'engagent dans des associations de manière bénévole, on en parlait en aparté avec Philippe tout à l'heure, c'est pas loin l'équivalent d'1,4 million d'équivalents temps plein, donc c'est assez considérable quand même. Ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est la non-lucrativité. Les associations, la spécificité du modèle associatif, c'est la gestion des intéressés. On ne s'enrichit pas grâce à une association. Voilà, si jamais il y a de l'argent qui reste, ça c'est réinvesti dans le projet associatif. Tout à fait. Et puis après, ce qui fait par contre la spécificité du modèle associatif par rapport aux autres, et c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est que 80% des associations, enfin 80% de l'ESS sont des associations, mais parmi tout le monde associatif, c'est 1,5 million d'associations environ, on en a 150 000 qui sont, en gros, grossièrement, qui se revendiquent de l'ESS. Donc il y a la très grande majorité des associations qui ne se revendiquent pas comme de l'ESS, et donc ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt, l'identité associative, elle doit être pensée avec un regard politique, avec un regard démocratique, avec un regard social, avec un regard aussi économique évidemment, il ne s'agit pas d'exclure ça, mais pas seulement économique. D'accord, très bien. Justement, sur cette question de l'identité justement associative au sein des acteurs de l'ESS, alors encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, mais de pouvoir le rappeler. Est-ce qu'il y a cet effort à faire aussi peut-être d'acculturation au-delà du grand public, mais des acteurs associatifs eux-mêmes? Est-ce qu'il ne faut pas faire de la pédagogie? Oui, bien sûr, il faut faire de la pédagogie pour tous les tous les niveaux. Oui. La semaine prochaine, on va fêter les 120 ans de la loi de 1901. Donc c'est un moment important. Oui. Et c'est à la fois relativement vieux, puisqu'à l'échelle humaine, 120 ans, c'est beaucoup, et à l'échelle historique, c'est relativement tardif. 1789, c'est la Révolution française, il faut attendre 1901 pour qu'on ait le droit d'association qui soit fondé dans la loi. Et donc, cet aspect tardif de la loi de 1901 fait qu'aujourd'hui encore, elle a un caractère très, très intéressant, parce que les législateurs ont permis, à travers ce statut, une grande liberté d'action, de coordination, de pilotage, de gouvernance, etc. Et ça persiste jusqu'à aujourd'hui pour faire des associations, des lieux d'invention sociale, d'expérimentation, et ça, c'est vraiment très bénéfique. Alors, certaines associations peuvent le faire, d'autres sont sous la pression, parce que quand il y a un rapport avec un partenaire, avec un financeur, un banquier, un certain nombre de normalisations. Il faut mettre les choses au clair. Sont mises en cours. Mais ça reste vrai, je pense, que ce statut de 1901 renvoie au début du XIXe siècle à un mouvement qu'on appelait l'associationnisme, où il était question de penser l'économie dans sa démocratie, et où il était question d'expérimenter des formes de vie sociale, de laboratoires de vie sociale nouveaux. Et ça reste prégnant, et je pense que les associations sont à ce titre un acteur essentiel de l'économie sociale et solidaire. D'accord, très bien. Une autre question, Philippe, sur justement, Claire nous a dit qu'il ne s'agit pas d'opposer les associations et les autres acteurs de l'ESS. Comment justement est-ce qu'on peut favoriser peut-être les synergies entre ces différents acteurs, associations, coopératives, mutuelles, dans une optique, comme vous le disiez, de transformation de la société?
Je pense qu'il faut vraiment trouver les moyens de le faire et qu'il faut le faire à l'aune des enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux de la transition écologique et sociale. Je pense que c'est vraiment ça qui est fort et sur lequel les associations et l'ESS au sens large ont des choses à dire et à montrer. Je pense notamment qu'il y a 2 dimensions qu'on pourrait explorer pour favoriser ces synergies. La première, elle a été évoquée tout à l'heure par Timothée Duverger, c'est la notion de territoire, mais j'ajouterais territoire solidaire. Il faut qu'on ait une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire un territoire solidaire. Comment le mettre en œuvre, comment pratiquer une économie plurielle qui ne sera pas réduite à une économie marchande, mais qui sera ouverte à des questions de réciprocité et de redistribution. Comment penser des territoires non pas comme des lieux d'accueil d'investissement externe, mais comme des lieux où il se passe quelque chose, où les acteurs s'encassent, s'imbriquent dans le territoire et ils restent, ils ne se délocalisent pas, et comment leur action ne se met pas sur un territoire, mais au service du territoire. Donc ça, c'est une première chose qui me semble très importante pour favoriser ces énergies. Une deuxième chose sur laquelle on peut travailler, c'est toutes ces approches en termes de commun, en termes de mutualisation, en termes de partage d'actions et partage d'idées. Ça me semble essentiel. Et là, il y a déjà des exemples qui ont été donnés tout à l'heure, des exemples qui sont importants. Je parlerai des PTCE, des pôles territoires de coopération économique. Je parlerai des circuits courts, je parlerai de toutes ces initiatives transversales qui sont les tiers-lieux, les Fab Labs, les lieux où justement peuvent se croiser sur le même territoire des acteurs différents et hétérogènes. Et là-dessus peuvent se construire des gouvernances territoriales de type multi-acteurs, on pense au SIC mais pas seulement, qui vont permettre de trouver, d'expérimenter la voie vers cette transition écologique et sociale dont nous avons besoin et pour lesquelles, je pense, les acteurs de l'ESS sont particulièrement bien prêts pour donner l'exemple et donner l'impulsion. D'accord, très bien, Claire, par rapport à cette analyse-là, de l'importance de favoriser les synergies et peut-être avec des acteurs très divers, d'après ce que dit Philippe, ça dépasse même les synergies associations mutuelles coopératives, mais ça peut concerner, j'imagine, aussi d'autres acteurs comme les entreprises, les pouvoirs publics. Comment on peut favoriser aussi ces synergies? Est-ce que le territoire, comme le disait aussi Timothée, est la bonne échelle? Voilà. Oui, je pense que le territoire, c'est l'échelle intéressante. Après, ce que disait Mathilde est aussi intéressant. Enfin, les frontières administratives, enfin, les frontières de la coopération ne s'arrêtent pas aux frontières administratives. Après, moi, je voulais peut-être revenir sur la question au départ sur comment est-ce qu'on renforce les synergies et comment est-ce qu'on amplifie en fait aussi le message porté grâce aux synergies. Pour moi, il y a 2 choses qui sont essentielles. D'une part, il y a le plaidoyer. Et ça, c'est le travail quand même de SS France, le fait de rassembler autour d'une même table, autour d'un même écran d'ordinateur maintenant, les familles de l'ESS, ça permet d'amplifier le message, ça permet aussi de donner corps au message politique de l'ESS. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Et puis après, hier, j'étais à la soirée de départ de Denis Masseglia, qui était président du Comité national olympique et sportif jusqu'à ce matin. Et donc voilà, il a été président pendant 12 ans du CNOSF et donc toute la soirée, on a eu des moments un peu forts des partenariats qu'il avait pu monter et des actions qu'il avait pu conduire. Et il y a une action que j'ai trouvée assez intéressante dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le projet Sentez-vous Sport qui a été initié donc, par le CNOSF dans le cadre de la semaine sportive européenne. Voilà, donc l'objectif c'est de sensibiliser au sport nos concitoyens, nos concitoyennes, donc c'est décliné dans tous les territoires. Mais pour amplifier le message et pour donner une dimension santé, il y a un partenariat qui a été mis en place avec la MGEN et avec le groupe Vive. Et donc je trouve ça intéressant, à travers cet exemple concret, de montrer que le partenariat entre une association, alors une association assez importante, le CNOSF, mais ça reste une association, et une mutuelle, ça permet de donner plus de portée au message et donc d'amplifier l'effet de l'action qui est conduite. D'accord, très bien. Alors, avant que nous poursuivions nos échanges, je vous propose une nouvelle petite pause. On se retrouve donc dans un petit peu plus d'1 minute. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien, voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est la banque des coopératives. Des associations. Des mutuelles. Des théâtres. Des festivals. Des syndicats. Des fédérations sportives. Des PME, PMI. On appelle ça des personnes morales. Des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors?
C'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, Tu peux agir. ton compte t'ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie. Le bio. Les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand? Moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le crédit coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit coopératif. Une autre banque est possible. Alors nous voilà de retour pour quelques questions. Alors ces questions déjà, on vous remercie beaucoup parce qu'il y a énormément de questions d'internautes et on va prendre une question au hasard parce qu'on ne peut pas faire toute l'après-midi sur les questions. C'est une question de Valentine. Alors les entrepreneurs sociaux apparaissent souvent plus rapides et plus efficaces que les associations. Comment peuvent-elles suivre le rythme? Claire. La question sympa. Je pense que première chose, il ne faut pas ringardiser les associations. Enfin, non, mais je le dis parce que c'est mon travail quand même de réaffirmer ça. Il ne faut pas ringardiser les associations. C'est ce que disait Philippe en fait. La loi 1901, elle aura 120 ans jeudi, donc dans 2 jours. C'est une loi qui est extrêmement agile en fait, qui permet plein de choses, qui permet de monter des projets très facilement, qui permet de se rassembler rapidement, de s'organiser collectivement pour répondre à un besoin, un projet, une envie. Donc les associations ne sont pas des structures ringardes, au contraire, c'est des associations, c'est des espaces où on innove, où on porte des projets, où on développe plein de choses et où il y a des effets qui sont extrêmement positifs, intéressants. Ça, c'est le premier point. Mais alors, l'autre point, c'est qu'au-delà de la dimension innovante des associations, il y a quelque chose dans la loi 1901 qu'il faut rappeler, c'est la dimension collective. On ne peut pas s'associer tout seul, on doit forcément s'associer à 2. Alors, s'associer à 2, ce n'est pas le plus compliqué. Mais quand on veut s'associer à beaucoup plus que 2, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est embarquer le collectif. Et embarquer le collectif, ça prend du temps. Et donc forcément, parfois, la tentation de la rapidité, elle est forte. Mais prendre le temps de convaincre, de prendre en compte les spécificités de chacun de nos membres, de chacune des structures qui composent le collectif qu'on représente, ça permet peut-être d'aller un peu moins vite, mais ça permet d'aller beaucoup plus loin, comme le dit l'adage. Ouais. Et donc parfois, c'est pas forcément grave de ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. D'accord, très bien. Philippe, justement, comment peuvent-elles suivre le rythme et est-ce qu'elles ont intérêt justement à suivre ce rythme effréné que propose le monde de l'entreprise classique? Moi, je pense qu'il faut distinguer les choses. C'est 2 choses différentes. Il est intéressant qu'il y ait des entrepreneurs sociaux pour faire évoluer le monde marchand vers plus de prise en compte du social, de l'écologique et aller vers ce qu'on appelle les entreprises responsables et durables. Et ça, c'est très très bien. Mais ça n'a rien à voir avec le travail des associations qui, sur le terrain, chaque jour, ont un projet citoyen, un projet démocratique, vont faire appel public aux dons, vont s'en engager dans des démarches d'éducation populaire, ne vont faire aucun filtrage sur les publics et ne vont pas penser l'accès au social au travers de sa faisabilité marchande. Donc on est bel et bien avec 2 acteurs aux pratiques différentes, aux histoires différentes, et il faut les distinguer et pas les confondre pour cette pluralité de l'économie, des démarches économiques et des démarches de l'ESS. D'accord. Donc il faut les distinguer, mais en même temps créer les possibilités qu'elles collaborent justement. Oui, qu'elles collaborent et qu'éventuellement des inventions de part et d'autre fusent et permettent d'enrichir l'ensemble, bien entendu. D'accord. Mais il ne faut pas les superposer, voilà. Il faut les juxtaposer. D'accord, très bien. Écoutez, Claire, Philippe, je vous remercie beaucoup. Nous avons pu nous apercevoir donc, tout au long de cette émission de toute la richesse et de la créativité des acteurs de l'ESS, mais aussi des nombreux défis qu'il reste à relever
relever pour le secteur. Je vous rappelle que le dernier cahier technique de l'UNIOPS, publié en janvier, consacre une grande partie de ces chapitres à cette question de l'ESS. Vous pouvez vous procurer d'ailleurs ce cahier technique en vous rendant sur le site de l'UNIOPS. Je voudrais remercier les techniciens, les équipes de l'UNIOPS et des URIOPS Centre et Normandie pour leur aide et leur soutien. Je salue également la participation de plus en plus active de nos spectateurs qui sont toujours plus nombreux. Je vous donne rendez-vous le 21 octobre prochain pour évoquer avec vous les nombreux enjeux de la société inclusive, une émission que nous organiserons avec les URIOPS Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse. Merci encore pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.